Bonjour, Nabil, bonjour. Nabil, Jacques, tu m'entends? bonjour Nabil, ça va? Ça va, ça va, ça va. Très bien. كنت عم بسألك. Donc on commence dans 3 minutes. عم بيقطش عندك. ما بعرف إذا. عم بقطش عندي. On commence dans 3 minutes. Oui, oui, mon cher ami, oui, on commence. D'accord. Donc هلا فيقني بالآخر بدي أسألك سؤال بس نخلص. D'accord. OK. Toi, tu commences, puis Elie, puis moi, puis toi pour terminer. OK? Exactement. ماشي يلا tout à l'heure. À tout. انا جو سوي لا دقيت لي بس ما بس لحقت طمن. Sans problème, ايه sans انا problème. اونلاين. OK. بدكم نفتح فيديو او لا شو؟ لا فينا ما نفتح. أنا ما رح أفتح أحسن للكونكسيون لأنه اليوم ما كانش كتير منيحة بوتيل جو. Juste, il faut faire attention parce qu'au fait, ils commencent à nous entendre. C'est Ok, bon. yalla, c'est bon. Donc, يلا dans 2 minutes. Donc, bonsoir, chers auditeurs. Merci pour être au rendez-vous. Donc, ce soir, on va parler des épidémies de 2026. Bon, c'est mieux comme ça?
Donc, on va parler des épidémies de 2026. On va espérer qu'ils soient les seules épidémies de cette année-ci. Donc, le plan du webinaire serait, je commence moi-même par une introduction. Je serai suivi par le docteur Eli Haddad qui va parler plus spécifiquement des infections à hantavirus. Puis après, Dr Nabil Shahata va parler des infections spécifiques à Ebola et avec le nouveau Ebola. Et puis, je vais faire une petite conclusion. Donc, pour commencer, et avant que le monde oublie la COVID, donc le SARS-CoV-2, on voit apparaître deux virus, le virus de la croisière, puis Ebola. Donc, le hantavirus, qui est le virus Ande, ou bien Andis en anglais, actuellement, qui s'est avéré le même que celui qu'on a découvert il y a quelques années et qu'on a appelé le virus du Nouveau Monde, par différence du virus hantavirus du Vieux Monde, celui de l'Europe. Et donc, c'est un virus qui n'est pas muté, heureusement, et il requiert pour être contagieux des relations sexuelles ou bien un contact prolongé très proche par les gouttelettes de salive. Et puis après, le deuxième virus qui est actuellement, qui fait la une et qui est, à mon avis, un peu plus dangereux que le virus hantavirus, qui est le Bundibugyo, Ebola Bundibugyo, qui est apparu au niveau de cette partie frontalière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Donc, pour commencer par le virus de la croisière, MV Ondius, donc ça c'est le nom de ce paquebot de croisière néerlandais. Donc, le 4 mai 2026, l'OMS a alerté sur un possible foyer d'infection à hantavirus au niveau de ce paquebot. Et donc, on a vu apparaître, quelques cas. Donc, le premier cas qui est un homme qui est décédé sur ce paquebot. Et donc, il avait probablement attrapé le virus hantavirus Andes dans son passage au niveau du Chili, Pérou et Argentine avant de prendre le paquebot qui va du Ushuaia en Argentine au Cap-Vert. Le 6 mai, le séquençage viral réalisé par les autorités sanitaires sud-africaines, parce que le bateau a accosté en Afrique du Sud pour faire descendre le corps du décédé. Donc, une souche de type Andes, qui est le seul virus parmi les 38 hantavirus connus pour laquelle une transmission interhumaine a été documentée. Bien que, en fait, ce virus est plutôt transmis par l'exposition aux rongeurs infectés spécifiques aux zones de l'Amérique du Sud. Le 12 mai, l'OMS dénombre 11 cas dans le monde, dont tous sont des passagers de cette croisière MV Ondius. 7 cas étaient confirmés le 12 mai, un cas suspecté, 3 autres personnes malheureusement décédées, dont la femme du premier cas index. Et puis, il y avait des centaines de cas de contacts identifiés. Et ça, c'est l'histoire qu'on a appris des pandémies comme le SARS, la dernière pandémie du SARS. Donc, bien suivre les contacts, bien les identifier, bien les mettre en quarantaine et essayer de contenir une pandémie. À compter du 10 mai 2026, le débarquement des passagers et membres d'équipage a débuté dans le port de Tenerife, dans les îles Canaries espagnoles. 116 personnes représentant 23 nationalités ont été évacuées par les autorités espagnoles. 5 passagers de nationalité française sont rentrés en France, dont une qui était positive, hospitalisée en quarantaine à l'hôpital Bichat. Pour continuer, après avoir été placés en quarantaine suite à un foyer d'hantavirus, les 150 passagers ont été évacués aux îles Canaries et répatriés, comme on a bien dit. 12 personnes testées positives sont isolées. Et puis le 27 mai, quelques jours auparavant, là, une 13e personne a été testée positive en Espagne, faisant partie des passagers. Et donc, il n'y a pas eu une pandémie, c'était seulement une épidémie et bien localisée. Le navire a relayé Rotterdam aux Pays-Bas le 18 mai, où les membres de l'équipage restants ont été pris en charge, sûrement en quarantaine.
Donc, c'est un navire d'expédition appartenant à Ocean Wide Expeditions. Donc, il a accosté à Rotterdam le 18 mai avec seulement 27 personnes à bord, donc 25 membres d'équipage et 2 soignants, dont 17 Philippins, 4 Néerlandais, 4 Ukrainiens, un Russe et un Polonais. Vous voyez, donc, si on n'avait pas pris toutes les mesures possibles, donc on aurait eu une pandémie sûre avec des nationalités différentes sur ce paquebot. Donc, à son arrivée, il a subi une opération de désinfection profonde. Et puis, les Néerlandais ont suspendu actuellement son opération de ce navire pour permettre le nettoyage intégral. Ça, c'est sûr. Donc, le risque pour la santé publique a été réévalué à la lumière des informations les plus récentes possibles et le risque global reste faible selon l'OMS dans un communiqué il y a quelques jours. Et si d'ici la fin du mois de juin, on n'observe pas de nouveaux cas d'hantavirus, l'épidémie serait terminée et donc ce qui est positif est en quarantaine avec un traitement symptomatique, ce qui est négatif et on n'aura plus de nouveaux cas. Pour Ebola, le virus Ebola a été observé la première fois en 1976, lors de 2 flambées simultanées au Soudan avec 151 morts et République démocratique du Congo avec 280 morts. Depuis lors, les principales flambées étaient en 1995 avec 315 cas, dont 250 morts, 250 décès en RDC, en 2000, 425 cas et 224 morts en Ouganda, 2007, 185 morts en République démocratique du Congo. Et puis, de 2013 à 2016, ce qu'on a bien connu, nous, c'était la grande épidémie avec 29 000 cas au niveau de la Guinée, Libéria et Sierra Leone, avec 11 300 morts déclarés. Et donc, c'était la plus grande épidémie jusqu'à maintenant. Actuellement, la maladie à virus Ebola est causée par Bundibugyo. On sait très bien que l'Ebola a plusieurs espèces, donc 6 espèces, avec 3 à l'origine de flambées épidémiques. Les 3 sont ortho-ebola-virus ziarense ou le Zaïre, virus Ebola qu'on connaît, ortho-ebola-virus sudanense ou le virus Soudan, et ortho-ebola-virus Bundibugyoense, le Bundibugyo Ebola virus, qui est le virus actuellement en cause de l'épidémie actuellement florissante au niveau de la République démocratique du Congo et de la frontière avec l'Ouganda. Il y a une quatrième espèce qui est le virus de la forêt du Taï qui était à l'origine d'un seul cas en 1994, mais qui est tout de même à risque de faire des flambées si on ne prend pas soin de ce qu'on va dire dans les quelques diapositives suivantes. Le problème, c'est que le réservoir de ce Bundibugyo ou bien Ebola virus sont des animaux, des chauves-souris. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Oui, parce qu'il y a des évolutions. Oui, j'ai vu. S'il vous plaît, il faut éteindre vos microphones, s'il vous plaît. Merci. Donc, le réservoir sont les chauves-souris qui, en plus des grands singes, des chimpanzés et les gorilles, en plus des antilopes forestières. Donc, d'où la difficulté d'éradiquer ce virus. On ne pourra pas attaquer ou bien s'attaquer à toutes ces différents types d'animaux pour essayer de diminuer ou bien de contrôler le réservoir qui, par mégarde, peut passer à l'homme parce que dans ces régions-là, on est très proche, avec des contacts très proches avec les chimpanzés, les singes, les gorilles et les antilopes. Quelle est l'histoire actuelle? L'histoire actuelle, que c'est le premier cas de la souche Ebola Bundibugyo a été identifié en 2007, août 2007, lors d'une épidémie dans l'ouest de l'Ouganda. Le virus a été identifié et confirmé par les laboratoires en novembre 2007. Et officiellement, il y a eu 131 cas avec 42 décès durant cette première flambée. Et puis après, il y a eu une autre épidémie en 2012 à la RDC, la République démocratique du Congo et Ouganda. Le cas index actuellement dans cette année-ci est un homme de 59 ans qui est décédé le 24 avril à Bunia. Et le corps a été ramené dans le centre de santé de la ville Mongwalu, qui est une zone minière très peuplée. Il y a beaucoup d'or là-bas, donc beaucoup de gens qui cherchent de l'or.
et ce qui a fait flamber l'épidémie. Les premières statistiques dénombrent 88 décès, plus que 300 cas, dans les régions de ce qu'on appelle Ituri, qui est là où il y a Mongwalu et Bunia. Mais les chiffres sont certainement plus élevés compte tenu de la densité de cette zone géographique, caractère de zone de guerre entre la RDC et les pays limitrophes, et le passage à travers les frontières qui est tout à fait non contrôlable. Il y a eu 13 cas à Kinshasa. On n'a pas plus eu de cas à Kinshasa, ce qui est très rassurant, mais avec une grande point d'interrogation. Et c'est la 17e épidémie depuis 1976 du virus Ebola, pas nécessairement du Bundibugyo. Donc, on a eu 2 cas en Ouganda, dont un décès. Vous voyez très bien, ça c'est les premières images avec 88 décès, 300 et plus de cas suspectés. Mais l'histoire continue que le 19 mai, au moins on a dit qu'il y a 118 personnes décédées en RDC, avec sûrement des suites présumées d'une infection à Ebola. On n'a pas pu tester tout le monde, malheureusement, et l'épidémie s'étend. Donc, ce bilan qui présente une forte augmentation par rapport aux cas suspects recensés auparavant a été annoncé par le porte-parole du gouvernement congolais. Et en fait, je pense que les chiffres sont beaucoup plus que ça, parce que dans ces régions, il y a plusieurs difficultés à accéder aux soins, à accéder aux patients, à accéder à un bon dénombrement et une bonne épidémiologie. Donc, le 16 mai, l'OMS déclare l'épidémie d'Ebola en Ouganda et en RDC comme une urgence de santé publique à portée internationale, mais pas encore une pandémie. Donc, le 18 mai, la RDC disait compter 11 cas confirmés avec 336 cas suspects, 2 cas en Ouganda, dont un qui est décédé, mais les 2 avaient récemment voyagé en République démocratique du Congo. Et puis après, vous voyez très bien que le 18 mai, on annonce qu'il y a 2 nouvelles zones sanitaires, portant le total à 5 zones sanitaires atteintes. Et 5 zones sanitaires en RDC, c'est quelque chose qui fait comme le Liban x2. Les autorités de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, ont été donc identifiées suspectes avec plusieurs cas, avec tout le passage des gens à travers la frontière avec l'Ouganda. Le 24 mai, 904 cas suspects. Vous voyez très bien que ça a augmenté de façon très importante. 119 décès. Selon les autorités congolaises. L'OMS déclare l'épidémie une urgence de santé publique, comme on a bien dit, à visée internationale, donc causée par le Bundibugyo, qui est différente des souches Zaïre et Soudan, avec 50% de risque de décès, tant qu'il n'y a aucun traitement spécifique ni de vaccin homologué pour l'instant. C'est un traitement seulement de support. Mais le problème, c'est en fait, trouver le support dans ces zones-là. Vous voyez très bien que la République démocratique du Congo fait plus que 1 400 000 km². Et puis, vous voyez qu'à droite de la diapositive, Mongwalu et Bunia dans la zone de Ituri, excusez-moi, à la frontière de l'Ouganda. Et au sud de Ituri, il y a actuellement des atteintes à Goma, donc le Nord Kivu, où il y a plusieurs missions de l'OMS avec même des Libanais là-bas. Donc moi, maintenant, je passe la parole au deuxième orateur qui va nous parler du virus hantavirus. Donc je laisse la parole au docteur Haddad. Docteur Haddad? Il y a 2 minutes, juste. C'est bon? Bonjour, vous m'entendez et vous voyez les diapos ou pas? Oui, on les voit. Oui, c'est bon. Ok, bon, c'est bon. Donc, moi, tout d'abord, moi, je vais parler du hantavirus et puis il y a mon collègue Dr. Shahata qui va discuter un peu de l'Ebola. Donc, rapidement, voici le plan de ma présentation. Je ne vais pas beaucoup m'attarder pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, quels sont les hantavirus?
Ce sont des virus enveloppés à ARN monocaténaire de polarité négative. C'est comme le Toshel l'a dit, c'est de l'ordre de Bunia virale, de famille des hantaviridés. Donc, il n'y a aucune transmission par les arthropodes. Principalement, ils sont transmis par les rongeurs, cas unique parmi les Bunia-virus. Donc, on a besoin des rongeurs pour la transmission de ce virus. Ce virus peut entraîner deux syndromes cliniques majeurs. Le premier, c'est la fièvre hémorragique avec un syndrome rénal. C'est le virus de l'ancien monde. Je vais plus tard discuter un peu de l'ancien monde et du nouveau monde. Le nouveau monde, le virus actuel, c'est le syndrome pulmonaire à hantavirus. Les infections zoonotiques peuvent être très mortelles. Il n'existe pas pour le moment un traitement antiviral spécifique. Donc plutôt, on vise un traitement de support. Et la transmission, essentiellement, elle passe par l'inhalation d'aérosols d'urine, de matière fécale et de salive, rarement par une morsure. La transmission, donc on a besoin, comme je viens de le dire, c'est les excrétas des rongeurs que nous sommes en train d'inhaler. Ils passent en circulation et là, il y aura tous les dégâts et la réponse inflammatoire de notre organisme. Donc, le hantavirus, ce n'est pas un nouveau virus. Donc, il est là depuis la guerre de Corée, lors de la recherche sur le hanta en 1950-1953. On a eu plus que 3000 personnes des troupes de l'ONU qui sont touchées, avec une mortalité estimée à 5 à 10%. Ça a pris beaucoup de temps, même des décennies, plus que 20 ans, afin d'isoler l'agent en cause. Donc, la maladie, essentiellement, c'était une maladie fébrile aiguë, avec une insuffisance rénale, un choc et une hémorragie, appelée auparavant la fièvre hémorragique coréenne. Donc, une enquête épidémiologique a été lancée et il s'agit effectivement d'une infection distincte des autres maladies connues. Donc, ce n'était pas comme les autres infections virales, bactériennes ou parasitaires. Malgré des efforts considérables, aucun agent n'a été isolé. Donc, on soupçonnait un réservoir de rongeurs, essentiellement les souris des champs, mais la preuve définitive restait difficile à obtenir. Donc, ce mystère alimentait des décennies de recherches virologiques afin d'identifier le virus en cause. Donc, comme vous voyez là sur cette diapo, depuis les années 50, on a eu une première épidémie. En 78, on a eu le virus Hantan isolé chez la souris rayée. 1987, l'OMS classe officiellement les hantavirus comme des agents pathogènes distincts. 93, épidémie aux États-Unis. En 95, on a eu une deuxième épidémie aux États-Unis avec un syndrome pulmonaire. En 2015, la définition de cas a été élargie pour inclure les infections non pulmonaires, donc les infections rénales et pulmonaires. En 2020, on a eu une épidémie de superpropagation des virus des Andes, 34 cas, 11 décès, c'était en Argentine. Et en 2026, mon collègue de Toshel a déjà discuté de ce cas que je vais étayer un peu plus tard. Donc la percée, donc, depuis 1976, Dr. Hu Wang Li, donc, il a détecté l'antigène viral dans les tissus pulmonaires. En 1978, on a réussi à isoler en culture cellulaire A549 le virus Hantan. En 1978, donc, il a été officiellement nommé le HTNV d'après la rivière Hantan en Corée du Sud. Et depuis, on a eu plusieurs prototypes pour l'ensemble du genre et a rendu possible les enquêtes sérologiques à l'échelle mondiale pour savoir quel continent, quel pays, ça dépend de quel genre de hantavirus. Donc, principalement, la carte du vieux monde, dans les années 80, on voit le virus du Séoul, le virus Pumala et Dobrava Belgrade. Donc, essentiellement, comme je l'ai déjà dit, ce sont les rongeurs qui sont la source de ce virus. Séoul, c'était le rat brun. Pumala, c'est le campagnol roussâtre. Et Dobrava, c'est les souris à cou jaune. La mortalité, comme on voit, elle vire, elle oscille en 0 à 1% jusqu'à aller à 12%. L'émergence du Nouveau Monde, donc c'est l'épidémie des 4 coins de 1993. Donc on a eu 48, nombre total de cas, 27 décès, soit environ 56% de mortalité. 4 États ont été touchés aux États-Unis. Donc c'était cas groupés de détresse respiratoire aiguë chez des jeunes adultes en bonne santé. La grippe était dépistée, était négatif, la peste était négative, donc on n'avait pas d'identification virale. Intervention rapide du CDC. Essentiellement, donc, ils ont trouvé le virus signe nombré qui a été identifié par RT-PCR et une sérologie HTNV qui a croisé en quelques semaines. Le réservoir, c'était les souris sylvestres et le facteur écologique essentiel, c'était les fortes chutes de neige, de pluie, donc essor des pignons, explosion de la population de souris sylvestres dans la région et automatiquement une transmission plus facile sur le plan humain. Donc, cette épidémie de 1993 a défini le syndrome pulmonaire hantavirus, qui est, entre guillemets, le virus du nouveau monde.
Classification, donc on a plusieurs hantavirus, essentiellement l'ortho-hantavirus, virus de près, mobavirus et totimevirus. Le seul qui est pathogène pour l'homme, c'est le ortho-hantavirus qui donne le syndrome rénal ou même le syndrome respiratoire qui sont pathogènes pour l'homme. Donc, tous les hantavirus pathogènes pour l'homme appartiennent à ce genre, le ortho-hantavirus. La structure du virion, donc rapidement, donc c'est un virus de diamètre de 80 à 120 nanomètres. Il est composé de trois, je ne sais pas si vous voyez la flèche, donc il est composé de trois parties, small, medium et large, donc la protéine nucléocapside, la RNA polymérase, et les séquences terminales forment des structures en anse de poils essentielles à la réplication. Pourquoi on parle beaucoup de segments, le S, donc le small, medium et le large, petit, moyen et le grand? Parce qu'en fait, chaque segment du génome entraîne une certaine réponse immunitaire chez nous. Donc le S, encapsidation, réplication et échappement immunitaire de l'ARN. Le M, liaison au récepteur, l'entrée cellulaire. Et le L, c'est la transcription et la réplication du génome. Essentiellement, donc, le fait qu'on ait le SML, c'est là où on essaye de trouver un vaccin ou un traitement efficace contre l'hantavirus. Je vais discuter plus tard. Donc, le cycle de réplication, vous avez la pièce jointe, donc le GN, le GC se lie au récepteur d'intégrine bêta 1 et bêta 3, l'endocytose, puis on passe à la fusion, puis la transcription, la réplication et l'assemblage et le bourgeonnement. Donc, il y a plusieurs étapes dans la réplication du virus et sur ces étapes, on essaie le plus possible de travailler afin de trouver un traitement ou un médicament ou un vaccin ou une prévention ou prophylaxie. Donc, pour le moment, on n'a pas grand-chose. On essaie de travailler sur ces étapes de la réplication. Donc, ce qu'on sait que des récepteurs cellulaires, la porte d'entrée de l'infection, dans le hantavirus de l'ancien monde, c'est beaucoup plus le bêta 3 qui y est présent au niveau des cellules endothéliales, les plaquettes et les macrophages, qui entraîne le plus spécifiquement des atteintes au niveau rénal. Tandis que le hantavirus du Nouveau Monde, essentiellement le ANDV, c'est l'intégrine bêta 1 qui est présent sur les cellules endothéliales pulmonaires et qui entraîne tout ce qui est en rapport avec les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Donc, les différences de récepteurs expliquent en partie le tropisme tissulaire et la pathogénie distincte entre le syndrome hémorragique avec insuffisance rénale et le syndrome pulmonaire à hantavirus. La pathogénie moléculaire, donc c'est une dysfonction endothéliale au début. La cible principale, c'est bien sûr les cellules endothéliales. Puis vous avez une augmentation de la perméabilité vasculaire. Donc les cellules infectées elles-mêmes restent intactes, mais perdent de fonction de barrière. Donc on a une fuite capillaire. Puis induction par le VEGFA, qui est régulation négative de l'angiotensine 1, qui entraîne une fuite vasculaire. Puis on a les CD8, la tempête cytokinique. Donc on connaît très bien la tempête cytokinique depuis le Covid, où on parle toujours beaucoup de tempête cytokinique. Et l'effet, en fin de compte, c'est une fuite de plasma dans les alvéoles ou l'interstitium rénal, entraînant une défaillance d'organes. Donc en fait, c'est une réaction immunitaire qui dépasse le virus pour entraîner tout ce qui est défaillance d'organes ou même jusqu'à arriver au décès du patient. Donc, stratégie d'évasion, donc vous avez la réponse interféron, la protéine N, la queue cytoplasmique de GN, la protéine NSS et l'effet combiné donc des charges virales élevées. L'implication clinique, c'est essentiellement les patients peuvent présenter des symptômes minimes tout en ayant une charge virale élevée. Donc, la fenêtre d'intervention précoce est étroite. Essentiellement, on sait que la ribavirine est un des traitements de première intention. Actuellement, on n'a que ça dans les premiers au 4e jour, mais il faut savoir dépister le patient et savoir qu'on est en phase aiguë et les phases de prodrome. Les réservoirs de rongeurs, donc c'est une perspective, une seule santé. Donc on parle beaucoup actuellement de One Health. L'homme, l'environnement, tout, on est tous connectés. Donc on sait que le HTNV, la souris rayée des champs, essentiellement en Asie de l'Est et la Russie. Le SEOV, Séoul, donc c'est le rat dans la région urbaine plutôt. Pumala, c'est le campagnol roussâtre en Europe. Le cynombré, c'est souris sylvestre, essentiellement en Amérique du Nord. Et l'ANDV, qui est le hot topic actuellement, on est en train de parler de ça, c'est au niveau de l'Amérique du Sud méridionale. Et essentiellement, c'est le rat pygmée des rizières à longue queue qui transmettent ce virus. Donc, chaque hantavirus possède un seul réservoir principal chez les rongeurs. Les rongeurs infectés restent asymptomatiques, donc on ne peut pas savoir s'ils sont infectés, oui ou non. Mais le problème majeur, c'est qu'ils excrètent le virus dans leurs urines, leurs excréments et leur salive pendant des mois.
l'infection humaine donc, est un événement de transmission sans issue, sauf pour le virus AMDV où on a une transmission interhumaine documentée. Donc, dynamique de transmission, la route principale, c'est l'inhalation d'excréments de rongeurs. Le contact direct, c'est contact cutané avec de l'urine, des matières fécales ou des matériaux de nidification contaminés. Rare, la morsure de rongeurs, c'est rarement documenté, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas une cause de transmission globale du rongeur à l'homme et de personne à personne, uniquement la NDV qui est documentée pour le virus Andes en Argentine et au Chili. Comme le Dr Cher vient de le dire, le foyer épidémique de 2026 sur le navire de croisière a mis en évidence ce risque de transmission de la NDV. Donc, épidémiologie mondiale et charge de morbidité. Donc, vous voyez que sur cette diapo, que depuis 2000, on a des épidémies, des petites épidémies et pas de pandémie de hantavirus, plus que 150 000 hospitalisations pour fièvre hémorragique avec un syndrome rénal par an, à peu près 90% en Chine, 300 à 400 cas d'atteinte pulmonaire en Amérique, au grand sens du mot, donc nord et latine, et 25 à 40% de mortalité, tout syndrome confondu. Donc, on va voir même le HPS, le Nouveau Monde, on l'a depuis 2000, et c'est des cas, des épidémies isolées, disons, même on ne dit pas épidémie, on dit des clusters qui sont isolés depuis 2000. La chronologie des principales épidémies historiques, donc en 1950-53, c'était Corée HTNV, 67-78 HTNV, même chose, c'était la Corée du Sud. Les États-Unis en 93 SNV, 95 en Argentine, c'était la NDV, et c'est l'agent qui nous fait beaucoup peur parce qu'au fait, c'est l'agent qui entraîne des transmissions interhumaines. 98-99, même chose en Argentine, la NDV. 2007, le SNV, c'était aux États-Unis. Et 2025-2026, actuellement, la NDV, Argentine internationale. Donc, on voyait le principal pays source de la NDV, c'est l'Argentine. La fièvre hémorragique avec syndrome rénal, donc vous voyez depuis 2000, on a des cas qui arrivent, essentiellement en Chine, on a l'incidence la plus élevée au monde, endémique dans 28 des 31 provinces chinoises. La saisonnalité, c'est effectivement le pic automne-hiver lié aux récoltes et déplacement de rongeurs, et résurgence récente due à l'urbanisation et au climat, le réchauffement climatique qui fait en sorte que les rongeurs sont en train de faire des allers-retours dans tous les coins du monde. La situation européenne rapidement, donc le PUV et l'épidémie de néphropathie, donc c'est le virus de Pumala qui provoque chaque année des milliers d'infections en Europe. Les pays à forte incidence, c'est Finlande, Suède, Allemagne, la France, le nord de la France, essentiellement les Ardennes, Belgique et la Russie. Tableau clinique plus bénin que l'HTNV, qui entraîne une insuffisance rénale aiguë nécessitant une dialyse dans un sous-groupe. La mortalité est au moins que 0,1% des cas, donc c'est vraiment un virus qui n'entraîne pas beaucoup de mortalité. La facteur écologique, c'est la forte fructification des hêtres et des chênes, surplus de nourriture, explosion de la population de campagnols et exposition humaine accrue parce qu'on est plus en contact avec les rongeurs. Le DOBV qui est au Balkan ajoute une composante rénale avec une mortalité qui peut atteindre jusqu'à 12%, souvent mal classée. L'antivirus sud-américain, la menace de l'ANDV. Donc, le virus ANDV est le seul qui a une transmission interhumaine confirmée. Des foyers d'ANDV sont observés parmi les membres de la famille, les partenaires sexuels et les professionnels de la santé en Argentine et en Chili. Donc, il faut faire attention que chaque personne qui vient, il faut savoir dépister et savoir traquer ce virus. Donc, si vous avez une personne qui vient d'un pays de l'Argentine, qui vient au Liban, qui a de la fièvre, ou qui vient dans tous les pays du monde qui a de la fièvre, il faut suspecter ce virus était contact avec des rongeurs ou plutôt les excréments des rongeurs. Au moins 6 espèces distinctes de hantavirus du Nouveau Monde circulent sur le continent américain. L'épidémie survenue sur un navire de croisière en 2026 a impliqué donc un taux d'attaque de 18% parmi les contacts étroits. L'épidémie argentine de 2025-2026, donc c'est un record qui est très élevé. 105 cas confirmés, 32 décès, donc le taux de létalité 30,5%, 9 provinces touchées. Donc comme vous voyez sur cette diapo d'octobre 2025 jusqu'à mai 2026, on a eu toujours des cas. Mais en tout cas, sur la moyenne, sur les 5 ans, on reste plus ou moins stable. On a augmenté un peu en février, mars 2026, puis on a repassé à la moyenne plutôt normale en mai 2026. Mais juste, il faut noter qu'on était en partiel parce qu'en fait, on est toujours dans le mois de mai 2026.
Parlons un peu de l'épidémie à bord du navire de croisière. Je ne vais pas m'attarder, Dr. Scheer a discuté longuement ça. Donc, navire qui est le MV Hondius, navire de croisière d'expédition. Itinéraire, c'était Ushuaia, Argentine, Antarctique, île de l'Atlantique Sud. Donc, cas index, il était infecté en Argentine. Il a fait une randonnée près de El Chaltén fin mars, embarqué le 1er avril. Et les symptômes ont apparu le 6 avril. Premier décès, c'était le 11 avril 2026, initialement confondu avec d'autres diagnostics. Confirmation par PCR chez un patient évacué en Afrique du Sud et l'OMS a été notifié le 2 mai. Donc, on a eu le CDC et le CDC qui ont été déclenchés. Donc, le 6 avril, le cas index développe des symptômes. Décès le 11 avril. 25 avril, sa conjointe a été évacuée. Elle est décédée en route vers Johannesburg. Le 28 avril, donc, un troisième passager présente des symptômes et décède le 2 mai. Le 5 mai, l'OMS a été notifié en vertu du règlement sanitaire international. 7 mai, point de presse. Et 10 au 18 mai, avis sanitaire du CDC, 41 contacts aux États-Unis qui sont sous surveillance. Nombre de cas, donc on a eu nombre total de cas liés 11, 8 confirmés, 2 probables, 3 décès et 27% de mortalité. 5 cas à bord qui étaient de Cap-Vert, 3 cas en France qui ont été évacués, 2 cas en Espagne et 1 cas au Canada qui a été rapatrié. Les syndromes cliniques, donc j'essaie d'aller un peu plus vite. Donc vous avez le syndrome hémorragique fiévreux rénal et le syndrome pulmonaire. Le syndrome hémorragique fiévreux rénal, l'organe primaire c'est le rein. Signe cardinal d'insuffisance rénale aiguë, l'oligurie. Prodrome, fièvre, myalgie, douleur dorsale, maux de tête. 5 phases distinctes. Laboratoire clé, donc on assiste à une thrombocytopénie avec une insuffisance rénale aiguë, créatine élevée et une protéinurie. La mortalité est estimée entre 1 à 15% selon la souche. Et le virus causatif, c'est HCNV, Séoul, Pomala et DOBV. Syndrome pulmonaire, donc plus atteinte poumon que le cœur, OAP, fièvre, myalgie, symptômes gastro-intestinaux. C'est la phase qui est biphasique. On a la phase de prodrome DIC et la phase cardio-pulmonaire. Les laboratoires clés, donc on a une hémoconcentration et une thrombopénie. Et donc, la mortalité est estimée entre 25 à 40%. Le virus causatif le plus important, c'est la NDV qui circule en Argentine. Donc, voici une diapo qui récapitule un peu le virus cardio-pulmonaire et le virus rénal hémorragique. Tout passe par le système respiratoire où on a la réponse immunitaire qui se déclenche. Parlons un peu du syndrome rénal. Donc, le syndrome rénal, vous avez une phase fébrile 3 à 7 jours, forte fièvre, céphalée intense, douleur rétro-orbitaire. Donc, c'est comme tout syndrome viral. La phase hypotensive qui, quelques heures à 2 jours, chute brutale de la tension, choc, fuite capillaire, hémoconcentration, manifestation hémorragique, risque de décès qui est très élevé. Puis, vous avez la phase oligurique. Donc, c'est la troisième phase où on assiste à une insuffisance rénale aiguë, oligo-anurie, la fièvre qui augmente, l'urée qui augmente. Les principales complications, c'est l'œdème pulmonaire et l'hémorragie cérébrale. La quatrième phase, c'est la phase polyurique, où là, le patient, c'est un retour progressif de la fonction rénale, donc le patient est en train de récupérer. Et en fin de compte, la phase de convalescence qui prend des semaines jusqu'à des mois, avec un rétablissement qui est lent. Donc, la mortalité, elle fluctue entre 0,1 et 12% dans ce cas de figure. Les facteurs de mauvais pronostic qu'on a trouvés, c'est la charge virale qui est élevée, les thrombocytes qui sont moins que 50 000, vous avez une thrombopénie, choc précoce et taux élevé d'interleukine 6. Tandis que pour le syndrome pulmonaire, vous avez deux phases, la phase prodromique 3 à 5 jours, fièvre, myalgie, c'est comme tout un syndrome viral. Mais la chose, c'est que vous n'avez pas de signes respiratoires qui sont facilement négligés. Signes de labo, thrombopénie précoce, hémoconcentration. Puis on assiste à la phase cardio-pulmonaire qui a un début très brutal, œdème pulmonaire rapidement progressive, dépression de myocarde, diminution du débit cardiaque. L'hémodynamique, c'est le SVR qui est bas, le PCW qui sont basses. Ça signe que le cœur n'est pas défaillant, c'est beaucoup plus les poumons qui sont défaillants. L'insuffisance respiratoire dans les 24 à 48 heures nécessitant une ventilation mécanique. Tout ça peut aboutir jusqu'à arriver à l'ECMO, la circulation extracorporelle qui peut être nécessaire afin de remédier au décès du patient. Sur le plan radiologique, donc l'évaluation de la radio thoracique, vous avez le J0, on peut avoir un œdème interstitiel normal ou même léger. Jour 1, infiltrats interstitiels bilatéraux. Jour 2 à 3, infiltrats alvéolaires bilatéraux, bronchogramme aérique et penchant pleural. Ça peut être très rapide en l'espace de 3 jours. Les analyses de laboratoire, donc l'hémoconcentration hématocrite très élevée, plaquettes basses, globules blancs, changement de vitesse à gauche plutôt les granulocytes immatures, immunoblastes plus que 10%, lactate élevé ou même la créatine qui peut être normale ou légèrement élevée. La créatine
je tiens à noter que c'est un élément clé de différenciation par rapport au syndrome hémorragique avec insuffisance rénale dès le début. Donc, voici quelques images de scanographie qui montrent comme s'anime un œdème aigu des poumons ou même un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec un OAP au niveau de la radio des poumons. Manifestation atypiques et extra-pulmonaires. Donc, vous avez des atteintes rénales dans le syndrome pulmonaire. Certains cas d'ANDV présentent une insuffisance rénale légère et une hématurie, brouillant ainsi la distinction entre les deux syndromes. Neurologiques, il y a eu des cas rapportés d'encéphalite et de myélite transverse, essentiellement en Amérique du Nord. Le syndrome cardiopulmonaire à hantavirus, donc on peut avoir une myocardite avec choc cardiogénique associé à un œdème pulmonaire, myopie aiguë, hémorragie rétinienne dans le cadre oculaire, diathèse hémorragique, épistaxie, saignement gastro-intestinal des pétéchies, en particulier avec le HTNV et des OBV. Et même, on peut avoir des atteintes hépatiques dans le syndrome hémorragique avec une insuffisance rénale aiguë. On peut avoir des transaminases qui sont élevées jusqu'à 30% des cas. Dans la littérature, il n'y a aucun patient qui est passé en insuffisance hépatique ou un problème du foie exagéré. Donc, le diagnostic, essentiellement l'étape 1, il faut suspecter la maladie. Première chose, une maladie fébrile qui est aiguë, antécédent d'exposition aux rongeurs, zone endémique au navire de croisière avec une insuffisance respiratoire inexpliquée. L'étape 2, c'est un dépistage initial. Donc, on fait comme tout patient formule, numération formule sanguine, créatinine, une radio des poumons qui peut montrer une infiltration bilatérale. Et l'étape 3, c'est la confirmation qui est à 2 niveaux. On peut avoir un test ELISA-IgM qui est préférable et détectable dès le premier à troisième jour et qui peut tenir jusqu'à 90 jours. Le RT-PCR qui détecte le segment S, donc le small segment qui est présent sur le virus. Et on peut même faire des dosages d'ELISA-IgG, augmentation de 4 fois dans les sérums à parier. Mais IgG, c'est beaucoup plus dans le cadre épidémiologique et pas dans le cadre diagnostique. Donc le diagnostic, ELISA de capture IgM dès le J3, ça peut devenir positif, donc c'est un diagnostic aigu de première intention. IgG pan-ANTA, donc en caisse sérologique dans le cadre de confirmation. RT-PCR, qui est très important dans la phase aiguë, elle est spécifique jusqu'à 100% des cas. Elle détecte la phase aiguë précoce ainsi qu'un génotypage. La fenêtre, on a besoin de 7 à 10 jours pour que la RT-PCR devienne positif. L'immunohistochimie sur le tissu, c'est un diagnostic de post-mortem. Et flux latéral rapide, c'est un paramètre qui est limité pour les champs et les ressources, que c'est un prototype sur environ 80% qu'on ne le fait pas. Diagnostic au point de soins et diagnostic rapide. Donc, vous avez plusieurs diagnostics, immunochromatographie à flux latéral, dosage LAMP, séquençage nanopore et panel syndromique multiplex. Donc, c'est des c'est des tests de dépistage pour savoir que c'est vraiment le hantavirus et savoir connaître le génotypage en cause de cette maladie. Parlons un peu du traitement. Le traitement, c'est des soins de soutien sont essentiels. Donc, c'est un traitement de support. Aucun viral spécifique, aucun traitement antiviral spécifique n'est actuellement approuvé pour le syndrome respiratoire, le syndrome hantavirus pulmonaire ou même rénal. Pour tout ce qui est en rapport avec l'atteinte pulmonaire, donc c'est admission précoce aux soins intensifs, gestion attentive des fluides, parce qu'en fait, il faut éviter la surcharge volémique, ventilation mécanique protectrice des poumons, vasopresseur, et même on peut aller jusqu'à l'ECMO dans certains cas où on a besoin on a une défaillance pulmonaire globale. Dans le cas de rénal, un équilibre hydrique égaux tout au long des 5 phases, traitement de suppléance rénale, et même on peut aller jusqu'à la dialyse quand on a vraiment besoin, quand le patient est anurique avec un insuffisance rénale aiguë sévère, gérer les hémorragies et les thrombocytopénies, et ainsi qu'un traitement antihypertenseur en phase oligurique. Il y a eu des études sur la ribavirine IV qui est administrée dans les 4 jours suivant l'apparition de la fièvre et qui sont promettrices, mais le problème c'est qu'il faut bien savoir trouver le patient dans les 4 premiers jours, sinon ça ne vaut pas la peine de passer ce traitement. Les antiviraux expérimentaux, donc rapidement, vous avez la ribavirine, favipiravir et le vandetanib. Le seul qu'on peut utiliser dans les essais chinois, c'est la ribavirine utilisée par voie IV pour le syndrome rénal. Il est non recommandé pour le syndrome pulmonaire. Un essai ouvert actuellement est mené depuis 2004 qui n'a montré aucun bénéfice, risque potentiel beaucoup plus de mortalité. Favipiravir, donc c'est un essai de phase 2 en Argentine pour le syndrome pulmonaire à hantavirus qui est débuté en 2025. On est toujours en phase 2. Il est prometteur, mais on attend les résultats du procès. Et vandetanib, on est dans l'étude préclinique, c'est un inhibiteur de l'EGFR qui réduit la perméabilité vasculaire in vitro. C'est une nouvelle cible
essais cliniques qui sont nécessaires. On n'a pas plus d'informations sur ces traitements antiviraux. L'immunothérapie à l'étude, donc vous avez le plasma de convalescents. Il y a eu certains cas, essentiellement en Chine, qui montrent que ce traitement baisse la mortalité. C'est comme on l'a vu durant la pandémie de Covid, où on donnait le plasma de convalescents. Les données sur le syndrome hémorragique avec insuffisance rénale sont limitées. On n'a pas plus d'infos. Les anticorps monoclonaux, donc neutralisants, qui sont entièrement humains, qui ciblent GNGC, par exemple, le JL16 contre ANDV, protègent les hamsters, mais on n'a pas d'études pour l'homme et c'est en cours de développement. Le SAP 163, c'est le dernier traitement qu'on est en train d'étudier. Ce sont les IgG polyclonales. C'est anticorps polyclonal quadrivalent, HTNV, PUEV, NDV, SNV, issus de bovins transgéniques. Euh, proposés aux personnes à haut risque lors de l'épidémie survenue en 2026 sur un navire de croisière. Paysage vaccinal, donc on a le Antavax qui est licencié en Corée du Sud, mais le problème c'est faible type d'anticorps neutralisant. Il y a des rappels nécessaires, l'efficacité est controversée. Le vaccin ADN à l'USAMR2ID, donc c'est un plasmide d'ADN, phase 1 terminée, il est en phase 2 actuellement. Vous avez ARN de l'essai de BAT en phase 2, phase 1 prévue pour 2027, et le VSV adénovirus, donc virus basé sur adénovirus chimérique, il est en phase préclinique. La promesse de vaccin, donc on a beaucoup de vaccins qui sont en cours d'études, mais pour le moment, on n'a aucun vaccin qui est validé comme prophylaxie ou thérapeutique. Les dernières données, donc l'épidémie en Argentine en 2026, on a 105 cas confirmés, 32 décès, mortalité 30% à peu près, taux d'admission en soins intensifs 95% et 20% de cette population, de ces patients ont nécessité une ventilation. Donc, des cas provenant de notre province d'Argentine, souche causale, donc c'est la NDV. Mesures de santé publique, donc il y a eu des campagnes de lutte contre les rongeurs, avis public, surveillance renforcée aux frontières. Preuve du New England, donc indice d'exposition au contact avec des rongeurs, donc c'est l'enquête sur le navire de croisière. Donc comme j'ai déjà dit et mon collègue de l'a déjà dit, donc c'était un patient qui a débarqué sur ce navire et qui sur ce navire de croisière et qui était en contact avec des rongeurs en Argentine. Stratégie de surveillance, donc une seule santé, One Health. Il faut qu'il y ait une surveillance intégrée, système d'alerte précoce, épidémiologie génomique avec un séquençage en temps réel, engagement communautaire, donc il faut former sur les logements à l'épreuve des rongeurs, les pratiques de nettoyage sécuritaire, la santé en voyage et en croisière et renforcement de la santé. Actuellement en Europe, il y a comme une grille connectée en tous les pays, tous les pays européens afin de dépister rapidement toute personne qui est suspecte de hantavirus. Orientation future de la recherche, donc on sait que thérapeutique, on attend les résultats de l'étude de l'évaluation clinique de SAB 163. Vaccin, donc on est en phase clinique, la première phase clinique pour le vaccin ARNM. Le vaccin ARNM, là, est en train d'être répandu dans le monde, surtout après la vaccination anti-COVID-19. Diagnostic, donc on a tests de diagnostic multiplex qui sont abordables, Hanta, Dengue et leptospirose. Pathogénèse, donc base moléculaire de la transmission intervirus du ANDV et modélisation des gardes des risques climatiques pour la prévision des épidémies. Point clé à retenir, donc les hantavirus étendent leur aire de répartition en raison des changements écologiques et climatiques. Syndrome hémorragique avec insuffisance rénale et syndrome pulmonaire sont distincts, mais partagent le même mécanisme fondamental. Un diagnostic précoce sauve des vies, donc il faut savoir dépister un patient s'il est suspect d'avoir le hantavirus. Épidémie survenue en mai 2026 prouve que la transmission interhumaine peut provoquer des foyers internationaux sur plusieurs pays. Et pour le moment, aucun traitement spécifique n'est encore homologué. On sait on est en train de savoir actuellement que les vaccins ARNM et le favipiravir sont en cours de développement et leur mise en point doit être accélérée de toute urgence. Merci beaucoup pour le temps et désolé, j'ai dépassé le temps. Merci Je laisse. beaucoup, Dr Haddad, pour cet exposé assez complet. Et donc, je passe la parole au docteur Nabil Shahata. PowerPoint, un instant, je vais voir comment le faire. Share screen.
Merci pour Dr Jacques Chel, Dr Eli, Dr Gary de m'avoir donné cette opportunité pour partager avec vous la situation actuelle de ce virus. Pour enchaîner à ce que le Dr Haddad vient de nous présenter d'une manière très claire, je vous pose une question. Quel est le nombre de mammifères dans le monde entier? Vous allez immédiatement me répondre, ce sont les êtres humains. Mais non, c'est faux. Le plus grand nombre de mammifères dans le monde entier, ce sont les rats, les rongeurs. Et puis le deuxième plus grand nombre, ce sont les chauves-souris. Et puis nous, on vient à au troisième niveau. Donc, ce qui veut dire que si nous sommes overpopulés dans les trois catégories, et s'il y a un virus qui circule entre les chauves-souris ou les souris et les êtres humains, et il y a un contact entre ces trois niveaux, c'est facile à capter ces virus. Pour cela, je commence ma présentation par vous dire l'état actuel de ce virus qu'on appelle Ebola, que le docteur Jacques Chel nous a présenté au début de cette session. Vous voyez très bien que nous parlons aujourd'hui, ou hier, de plus que 1000 cas suspects, avec des cas qui sont confirmés et d'autres cas dont la mort, elle est suspecte. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas de quoi ils sont morts exactement. Ce sont des régions où il y a pas mal de forêts entre ce qui était auparavant appelé Zaïre, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'est plein de forêts. Il y a des contacts en continu entre des animaux dans des forêts, dans des savanes, dans des forêts qui peut-être n'ont pas été visitées par des êtres humains depuis longtemps. Il y a des chasses, il y a des hommes qui chassent là-bas, d'accord? Il y a des rencontres entre des primates, des chimpanzés, des gorilles et des chauves-souris, parce qu'en fin de compte, ils se nourrissent des mêmes fruits. Ce sont des chauves-souris qui mangent des fruits, des figues, voilà. Et donc, ces rencontres entre animaux, c'est facile, ce qu'on parle d'un spillover, c'est-à-dire de passage d'un virus, d'une barrière, disons, animale vers une barrière humaine. Ça ne peut pas se faire d'une seule fois. Donc, on parle de plusieurs passages jusqu'à ce que le virus soit fit, c'est-à-dire soit capable d'infecter d'une manière ou autre l'être humain. À savoir que les virus de l'Ebola, ils existent chez les chauves-souris d'une manière qui ne les infecte pas. Il y a une forme de contrat entre le système immunitaire des chauves-souris et des virus. Ces virus se multiplient dans les chauves-souris, mais ils n'infectent pas, ils ne produisent pas une pathologie chez les chauves-souris. Par contre, chez les primates, ce sont des virus pathogènes et ça peut conduire vers la mort de ces primates. Donc nous sommes là, dans ce centre Afrique-là, et ce virus se propage, et je vais vous montrer des signes qui montrent que ce virus se propage depuis quelques semaines, voire quelques mois même. Donc, mon plan, c'est de parler un tout petit peu du virus et de la maladie, de vous montrer rapidement les épidémies, d'essayer de tracer l'origine avec vous et de se poser la question de la fin ou de l'extension de cette pandémie, avec une petite analyse génomique intéressante. Alors, le virus lui-même, comme vous voyez ici, c'est un virus que c'est une grande famille qu'on appelle le ortho-ebola-virus. Donc, ortho, ça veut dire que ça vient de ce qui est correct, ce qui est conforme à la norme. Ce sont des virus qui sont présents dans la nature, non pas seulement dans les chauves-souris, dans plusieurs espèces. Et comme l'a montré notre chef de service au début de cette séance, que nous avons 6 types d'ortho-ebola-virus. Ce qui nous inquiète le plus actuellement, c'est le numéro 3 ici, c'est le Bundibugyo Ebola virus. D'accord, donc la morphologie, bien que compliquée, mais ça nous intéresse et je vais vous montrer pourquoi ça nous intéresse. Ce sont des virus qui sont ARN simple brun négatif. Quand on parle d'un virus qui est à polarité négative, ça veut dire que ce virus ne peut pas lui-même agir comme un ARN messager. Il doit rentrer dans la cellule cible tout d'abord, puis après faire un complément, c'est-à-dire avoir la possibilité de transformer son ARN négatif en polarité positive et que cet ARN de polarité positive va agir comme un ARN messager ou va lui-même commencer à synthétiser, transcrire des protéines. Donc, ça, c'est numéro 1. Donc, pour cela, le virus porte avec lui l'enzyme qui est notée à L là-bas
c'est la grande polymérase indépendante parce qu'il en a besoin pour sa synthèse. Ça, c'est la première note de la morphologie. La deuxième note, c'est que nous avons ici deux protéines importantes, la VP35 et la VP24. Ces deux protéines sont responsables d'arrêt du système d'alarme qu'on appelle le système d'interférent. C'est-à-dire, une fois que ce virus rentre dans nos cellules cibles, il va immédiatement inhiber la synthèse de l'interféron. Nous avons de la police intracellulaire, c'est-à-dire ce sont des protéines qui font des signaux. Voilà. Quand il y a un virus ARN ou ADN double brin qui passe dans le cytoplasme de la cellule cible, il y a une alerte et l'interféron, il est immédiatement sécrété. Et l'interféron, c'est notre antiviral inné. Donc, l'ébolavirus, il inhibe cet antiviral inné. La troisième distinction dans cette slide qu'il faut tenir en compte, c'est la glycoprotéine d'attachement. Cette glycoprotéine d'attachement ici, elle est représentée comme une seule protéine, mais en fin de compte, ce sont trois protéines. On ne va pas rentrer dans cette discussion. Cette glycoprotéine, c'est la première protéine par laquelle le virus s'attache. C'est-à-dire que si ce virus veut rentrer dans ma cellule humaine, il doit s'attacher tout d'abord à la cellule humaine. Et c'est à travers cette glycoprotéine qu'il s'attache. Donc, si le virus fait une certaine modification de sa glycoprotéine d'une manière à ce que c'est une modification nuisible, il ne va pas rentrer et par la suite, l'épidémie va s'arrêter. D'accord? C'est-à-dire que l'entrée du virus dans la cellule humaine, elle est importante et c'est par là que le virus commence à être pathogène. Quand il rentre à l'intérieur de la cellule humaine, comme vous le voyez sur cette slide, il rentre dans la cellule humaine. Ici, on parle d'une cellule comme la cellule dendritique, c'est une cellule cible, comme les macrophages, hein, donc les cellules immunitaires qui présentent les antigènes, elles sont les premières à être attaquées par ce virus. Il rentre à l'intérieur de notre cellule et dans une petite endosome, puis après il libère son ARN à l'intérieur de la cellule et l'ARN commence à transcrire une ARN, synthétiser une ARN positive et cette ARN positive, elle va commencer à synthétiser, à transcrire les protéines et en même temps se multiplier pour avoir enfin un virus qui sera assemblé, il y aura le bourgeonnement. Quelques points ici très importants. L'Ebola, quand il rentre dans la cellule humaine, il inhibe le travail de ces dendrites-là. Donc, ces dendrites, elles sont confuses. Les cellules dendritiques, excusez-moi, les cellules dendritiques et les cellules macrophagiques, elles sont confuses. Elles ne peuvent plus faire leur travail. Un. Deux, il fait une déplétion des lymphocytes. Donc, les lymphocytes ne peuvent plus fonctionner. On a une lymphopénie assez importante. Il stimule la cascade de la coagulation. Donc, on a une consommation des facteurs de coagulation et on a aussi des syndromes de CIVD et ça se termine par une hémorragie. Et puisqu'on a dit que les lymphocytes sont déplétés, donc les malades meurent soit d'une hémorragie, soit d'une infection bactérienne secondaire à la déplétion des lymphocytes. Donc, c'est pour cela que le nom du virus, ce n'est plus le virus hémorragique, parce que ce n'est pas l'hémorragie, elle peut arriver à la fin, en fin de compte. Donc, par la suite, on aura beaucoup plus de complications. Tout d'abord, on commence par des symptômes, fièvre, diarrhée, douleur abdominale, qui peuvent être aussi, c'est ça qui a fait un tout petit peu le problème avec les premiers cas, on a cru qu'il s'agissait d'un palu, on a cru que c'était une leptospirose ou une typhoïde. Et on a fait la PCR du Zaïre Ebola-virus. Et la PCR était négative parce qu'en fin de compte, la PCR elle est trop spécifique pour le Budinbugyo. Donc, ce n'est pas la même PCR qu'il faut utiliser. Et ça se termine par des saignements et des chocs cardiogéniques ou hépatiques parce que le virus, il infecte les cellules endothéliales de tout le corps humain. Est-ce qu'on est guéri de cette maladie? On est guéri, mais on a des séquelles. Donc, on peut avoir des séquelles de la maladie. Une information très importante, c'est que le virus, Ebola, même après la guérison, il se cache dans les cellules des gonades. D'ailleurs, dans les testicules, il se cache et il se multiplie là-bas. Il se multiplie aussi dans le LCR. Il se cache dans le LCR pour des mois et aussi dans les yeux. Et une recherche très importante, ça fait un peu peur, mais ne soyez pas effrayés.
courant, je crois. Donc, excusez-moi, on a eu une coupure du courant. J'espère que je suis revenu à la présentation parce qu'on a eu une coupure de courant. Voilà. Donc, je vous ai dit il y a quelques instants, ne vous soyez pas effrayés, non pas par la coupure du courant, mais par autre chose. Donc, en fin de compte, on a vu que le virus, quand il est dans les gonades, on a retrouvé quelques séquelles du virus Ebola et d'autres virus qui ont réussi à intégrer le génome humain. Et le génome humain des gonades, ça veut dire que si on approfondit la recherche et si le virus continue à manipuler le génome humain, on peut arriver à une certaine manière d'avoir des virus qui se transmettent d'une manière génétique. Et c'est le cas parce qu'on a retrouvé des séquences de ce virus dans le génome humain des gonades. D'accord? Donc ça, c'est la manifestation clinique de l'Ebola. Alors, comment on va faire le diagnostic pour n'importe quelle maladie virale? Tout d'abord, il faut suspecter. C'est-à-dire, Dr Haddad, il vient de nous présenter que n'importe quel malade qui vient avec une fièvre d'une région connue endémique à Anta, il faut suspecter l'Anta. Maintenant aussi, si un malade vient d'Afrique avec une fièvre, avec des diarrhées, douleurs abdominales, d'une région connue à avoir l'Ebola et même d'une région qui n'est pas connue à avoir l'Ebola, je vais vous dire pourquoi en quelques instants, il faut placer l'Ebola comme un premier diagnostic différentiel. Et tout d'abord, isoler le malade. Isoler le malade, un isolement strict. Et savoir comment prélever d'une manière sûre et sécurisée. C'est un virus qui se propage par contact. Et ce n'est pas respiratoire, c'est un virus par contact. Et on ne sait pas exactement par contact comment il arrive à infecter. Hein. C'est-à-dire, si je suis en contact avec les sécrétions du malade, la sueur, le sang, les urines, les sécrétions respiratoires, donc je peux facilement capter le virus. Donc, strictement parlant, il faut prendre les prélèvements d'une manière assez sécurisée, envoyer dans un labo où on peut vraiment réaliser une PCR. Et ce n'est pas le cas dans les laboratoires africains partout. Donc, on est à la recherche d'un fonds pour aller détecter ce virus à travers ces PCR-là. On peut faire une sérologie, mais la sérologie peut être un tout petit peu retardée. Et puisque les lymphocytes sont déplétés, on peut ne pas avoir une sérologie assez claire. On peut avoir une sérologie croisée, c'est-à-dire que si le malade a déjà été infecté par des Ebola autres que Bundibugyo, on peut avoir une sérologie croisée. D'accord? IgG qui est positif, mais qui n'a rien à voir avec le Bundibugyo. Donc, idéalement parlant, c'est faire une PCR. Mais isoler les malades, isoler les cas contacts, surveiller les cas contacts. Ça, c'est le diagnostic biologique du Bundibugyo. Pour le traitement, il n'y a aucun traitement. Aucun traitement pour cette maladie. C'est-à-dire aucun traitement ciblé. Aucun antiviral, excusez-moi, jusqu'à maintenant. Il y aura probablement dans quelques mois, dans quelques années, quand je viens de voir avec le responsable du CDC africain, il a promis qu'ils sont en train de voir ça de près. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à cette heure, on n'a pas un antiviral pour cette maladie. Parce que l'antiviraux qui sont utilisés comme l'Inmazeb et les Banga pour l'Ebola, Zahir, ça ne marche pas ici. Mais le traitement le plus efficace, selon les recommandations des médecins qui ont travaillé là-bas, c'est une prise en charge médicale correcte, c'est-à-dire admission à l'hôpital, dans un milieu sécurisé ou dans un camp sécurisé. Une bonne hydratation pour le malade, d'accord? Une bonne correction des électrolytes. Le problème, c'est que ce virus a besoin de calcium et de phosphore pour faire sa physiopathologie. Donc, on a une hypocalcémie, une hypophosphatémie, on a une hyponatrémie, une hypocalémie, on a une défaillance rénale, défaillance hépatique, on a un œdème et des infections secondaires bactériennes. Donc, si on arrive vraiment à traiter ça, on peut penser à une guérison du malade. D'accord? Donc, il faut être optimiste. Mais il y a aussi des mesures associées, c'est surveiller les cas contacts. Et l'élément le plus intéressant dans la prise en charge, c'est de sécuriser les enterrements. Parce que le problème dans la culture africaine, c'est que les défunts sont honorés. Donc, honorés, c'est toute la famille, elle s'approche du défunt, elle l'embrasse, et c'est ça le problème. Donc, les malades évitent d'aller aux hôpitaux
d'envoyer leurs proches aux hôpitaux. Ils les prennent en charge avec une médecine tribale chez eux, dans la maison. Et quand le patient meurt, il est enterré dans la maison parfois. Donc, le virus se propage ainsi. Il faut savoir quelque chose. Tout contact d'un virus avec le système immunitaire humain, c'est un combat pour le virus. Donc, ça peut aussi induire une mutation, d'accord? Ou tout contact aussi avec les anticorps monoclonaux, ça peut induire des mutations pour le virus. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas de traitement. Pour les vaccins, on a plusieurs plateformes qui sont suggérées, et, soit par Oxford, soit par des vaccins qui ont été utilisés pour le Covid. On est en train de tester l'adénovirus, on est en train de même tester le RSV, le Respiratory Syncytial Virus en Russie. Je viens de savoir il y a quelques heures, 2 heures, il y a quelques heures, que la Russie, elle propose aussi un vaccin pour l'Ebola, mais je ne suis pas sûr que si ça va être efficace ou non. Voilà. Le problème avec la vaccination, mes chers amis, mes chers collègues, c'est que est-ce que les patients vont accepter d'être vaccinés, tout d'abord, 1. 2, est-ce que le vaccin va être disponible dans les semaines et les mois qui viennent? Je ne crois pas. Est-ce que le vaccin va être cher? Parce que ce sont des malades qui, en fin de compte, viennent d'une région très, très, très tourmentée par des guerres, par des maladies, par toute forme d'épidémie là-bas. Voilà. Quatrième chose, après le Covid, après ce que nous avons eu comme histoire des vaccins du Covid, est-ce que les gens vont être vraiment motivés, hein? Voilà. Et est-ce qu'il y aura des vaccins? Est-ce que si cette épidémie s'éteigne, est-ce qu'il y a des compagnies qui vont vraiment payer des millions et des millions de dollars? On parle d'un besoin au moins de 450 à 500 millions de dollars pour contrôler juste l'épidémie, hein, pour avoir des PCR et isoler les malades. Mais par contre, pour avoir des vaccins, je ne suis pas assez sûr que le vaccin va être disponible le plus tôt possible. Alors, pour les épidémies, je passe rapidement parce que Dr. Scher nous a parlé de ça. Juste, je vais signaler quelques petites infos. Il faut se poser la question en ce qui concerne les pays africains maintenant. Ils pensent que cette épidémie va dépasser les frontières du Congo-Zaïre, de la République démocratique et d'Ouganda et va aller vers d'autres pays. On parle de 11 pays, d'accord? Pour une simple raison, c'est que les frontières n'existent pas pour les chauves-souris, tout d'abord. Les frontières n'existent pas pour les habitants là-bas, parce que les habitants, ils appartiennent à des tribus. Et les tribus s'en foutent catégoriquement des frontières. Elles passent, les gens passent sans passer par des frontières. Et si on ferme les frontières, c'est mal vu par les habitants locaux là-bas. Donc, le virus va passer d'un pays à l'autre si les malades ne sont pas bien contrôlés. Alors, l'origine de ce virus, d'où vient ce virus? 60% des zoonotiques qui nous infectent nous viennent des chauves-souris. Et je ne vais pas rentrer dans des détails de virologie des chauves-souris, peut-être plus tard, peut-être dans une autre conférence, mais on a plusieurs hypothèses. Normalement, ces chauves-souris-là, ce sont des chauves-souris qui mangent des figues, ok? Et ces chauves-souris, ils ont 2 moments où il y a un cycle reproductif. Donc, le cycle reproductif de ces chauves-souris, c'est soit en janvier-décembre, où ils ont beaucoup d'enfants, de petites chauves-souris, parce que, vous savez, le chauve-souris, il allait, hein, ce sont des mammifères. Hein, ok? Très important. Ce n'est pas un oiseau. Donc, ça, c'est numéro 1. Donc, apparemment, il y a eu des petites chauves-souris, soit en janvier ou décembre 2025. Et ces petites chauves-souris, elles sont beaucoup plus aptes à accueillir le virus. Donc, il y a eu des vérémies, il y a eu des transmissions des millions et des millions de colonies ensemble de chauves-souris. Donc, le virus, il s'est propagé entre elles. Soit que ces virus-là, propagés à l'intérieur des chauves-souris, à travers les urines, à travers les fesses, à travers le sang, durant la naissance de ces petits-là, elles ont infecté d'autres arbres, par exemple, ou d'autres fruits. Et en parallèle, on a eu des animaux qui ont mangé ces fruits, des primates, ou animal X, par exemple, ou antélope, je ne sais pas quoi, on ne sait pas encore. Et c'est comme ça que le virus a contacté un animal, et de cet animal-là, il est passé à l'être humain. Ou immédiatement, des chauves-souris vers l'être humain. On ne sait pas. On ne sait pas encore comment le spill-over s'est déroulé de la chauve-souris vers un primate.
ce qu'on sait que si c'était un primate, il va induire le décès de ces primates. Donc, a priori, ce n'est pas un primate. Probablement, c'est une chauve-souris à l'être humain, on ne sait pas. On va savoir ça si on a un peu plus d'argent. Le foyer, il est africain, ça c'est pour sûr. Mais imaginez-vous que le Rosetus aegypticus, qui est la chauve-souris la plus incriminée, c'est une chauve-souris qui voyage. Donc, elle émigre. Donc, elle sort d'Afrique. Et on a cette espèce au Liban. On n'a pas l'Ebola au Liban, mais a priori, en théorie, si une chauve-souris qui vient du Congo ou vient d'Ouganda a décidé d'émigrer vers la Méditerranée, hein, et a réussi à aller à Chypre, et de Chypre, elle est venue au Liban, et elle a le virus en elle-même, parce qu'elle n'est pas pathogène pour elle, et elle se marie avec une chauve-souris chez nous, et où elle s'intègre dans notre communauté de chauves-souris, et bien, welcome aboard, on aura le virus chez nous. Mais ça, c'est en théorie, je ne peux pas le transformer en pratique. Mais ce sont des chauves-souris qui émigrent, ça c'est pour sûr. Peut-être avec le changement climatique, les choses vont évoluer ou s'éteindre. Voilà. Est-ce qu'il y a une fin ou une expansion pour ce virus? Est-ce qu'on dit que le virus va vraiment s'étendre ou il va s'achever, il va s'éteindre? Alors, ce qui est contrôlable, comme a dit Dr Jacques, ce n'est pas les chauves-souris. On ne peut pas contrôler les chauves-souris. D'accord? Donc, les chauves-souris continuent, ce virus, il continue à muter, il continue à infecter d'autres chauves-souris, d'autres peut-être animaux. Donc, on ne peut pas contrôler les animaux. On peut contrôler les êtres humains et on peut ne pas les contrôler aussi. Donc, notre bataille, c'est avec le contrôle des malades. Savoir diagnostiquer précocement, un diagnostic précoce des malades, les isoler, suivre les cas contrôle, et si on arrive à le faire, on commence vraiment à dire que le virus va s'éteindre. Et c'est pour cela que les pays africains, ils sont en réunion presque chaque 2-3 jours avec le CDC Afrique pour essayer eux-mêmes de contrôler à travers l'argent. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, elle a dit je peux donner 50 millions, l'Ouganda, pareil, 50 millions de dollars pour avoir les mesures les plus simples, hein, c'est du gel, des masques, des masques de protection, un isolement, un diagnostic, une PCR. Donc, c'est des choses un peu plus élémentaires, hein, basiques. Mais comme vous voyez bien, selon cette date-là, je pense, à mon avis, c'est que le virus, il date de même avant avril. D'accord? C'est un virus qui s'est propagé même avant avril. Je parle de mars, février, où il y a eu vraiment des petites chauves-souris qui sont nées et qui ont induit la transmission du virus interanimal et non pas interhumain. Hein? Voilà. Alors, a priori, ça va s'éteindre. Hein? A priori, ça va s'éteindre. Mais, si le virus mute, par exemple, si on dit que le virus, il va muter, il va devenir respiratoire. Vous savez très bien que le SARS-CoV-2, c'était un virus gastro-intestinal, tout d'abord. Quand il a muté, hein, il a fait une délétion de quelques séquences, il est devenu un virus respiratoire et il a induit une pandémie et puis elle a continué à muter. Donc, est-ce que ce virus, s'il mute, est-ce qu'il va pouvoir vraiment être méchant et induire une pandémie? Est-ce qu'il peut devenir un virus respiratoire? Selon les données que j'ai, non. Pour une simple raison, c'est que la glycoprotéine dont je vous ai parlé tout d'abord au début, c'est une protéine qui est la protéine d'attachement, mais elle sert aussi à la physiopathologie du virus à l'intérieur de la cellule humaine. Donc, si elle mute, peut-être elle va pouvoir avoir une puissance, une énergie qui l'introduise beaucoup plus rapidement dans la cellule humaine, mais peut-être qu'elle ne va pas pouvoir continuer sa physiopathologie. Elle a plusieurs fonctions et non pas comme celle de la SARS-CoV-2, le spike protein, juste pour l'introduction du virus. Donc, a priori, ce virus ne va pas muter et induire une pandémie par mutation. Mais par transmission interhumaine, oui. D'accord? Bon. Alors, pour vous montrer comment on fait ça, il faut qu'on surveille les nouvelles souches. Il faut qu'on surveille les séquences de ce virus. Il faut savoir où est-ce que ce virus est en train de muter. Donc, j'ai fait une analyse génomique de ce virus. J'ai téléchargé les souches de l'Ebola qui existent sur le NCBI et j'ai commencé à faire l'arbre phylogénétique des Ebola virus. Et en faisant ça aussi, j'ai introduit les premières 3 souches en rouge, vous les voyez ici,
les 3 souches, c'était le début mai, en début mai, première semaine de mai, de l'Ebola, du Bundibugyo. Vous voyez très bien qu'elles sont totalement différentes des virus de 2007 et de 2012. Elles sont là. Donc là, on voit très bien que ces 3 virus, elles viennent d'un clade qui est totalement différent des autres. Donc c'est un nouveau virus, un Bundibugyo, mais c'est un nouveau virus qui n'a rien à voir avec 2007 et 2012. Et elles sont semblables, elles sont pas tellement différentes l'un de l'autre. Puis, j'ai fait une analyse des protéines. Est-ce que les protéines, ils ont muté ou non? Vous voyez très bien que les glycoprotéines, c'est la protéine qui nous inquiète le plus, voilà. Elle est presque la même, non pas juste dans les souches de 2026, mais aussi dans les anciennes souches de 2007-2012. Donc ça, c'est rassurant jusqu'à maintenant que le virus n'a pas muté. Il a muté quelques mutations, quelques acides aminés, mais il n'a pas fait une mutation dangereuse, disons. Alors, même chose ici, aujourd'hui, le 21 mai, c'est-à-dire il y a quelques jours, on a 10 souches, et non pas 3 souches. Donc, on a 3 souches du virus. Au début mai, maintenant, on a 10 souches. Si on introduit les 10 souches dans l'analyse, vous voyez très bien qu'on a toujours les 10 souches ensemble, et on n'a pas une souche qui diverge. On la trouve ici, par exemple, on la trouve en haut. Elles sont semblables presque. Donc, le virus, il n'évolue pas de la même manière d'un virus ARN. Il mute, mais il n'y a pas une évolution méchante jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que très simplement, s'il mute, il peut perdre son efficacité intracellulaire. Il gagne sur son efficacité d'attachement, mais il perd sur son efficacité intracellulaire. C'est quelque chose qu'on appelle le thermodynamisme des virus. Les virus du Covid s'attachent beaucoup plus forcément aux spike protéines de nos cellules cibles pulmonaires, mais le virus du BD, il s'attache moins parce qu'il a plusieurs étapes à franchir. Toutefois, nous avons une mutation qui est un tout petit peu inquiétante, qui se passe sur la glycoprotéine GP1 et GP2, qui est un tout petit peu inquiétante, mais jusqu'à maintenant, elle est contrôlée. C'est une mutation qui ne change rien, mais il faut la surveiller, je la surveille, et jusqu'à ce moment-là, on n'a pas de nouvelles souches. Je vous assure, il n'y a pas de nouvelles souches jusqu'à maintenant. Donc voilà, on pense que cette épidémie, si elle est contrôlée par les mesures de prévention interhumaine, elle va être immédiatement éteinte dans quelques semaines, dans quelques mois, on pense de quelques mois plutôt, et on espère d'ici un mois, on aura un traitement ou un vaccin contre le BDBV. Je vous remercie et à la prochaine épidémie du virus X. Merci beaucoup, Dr. Shahata, en fait, pour ces informations très intéressantes. Un tout petit peu pessimiste à la fin, mais bon, sûrement pour ne pas que je sois le mec le plus pessimiste, parce que je vais terminer pour conclure. Une seconde avec ça. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Système. Donc, share, puis c'est là. C'est bon? Vous voyez tous? Vous m'entendez? Bonjour. Oui, c'est bon, on t'entend, c'est bon. Et est-ce que vous voyez... Non. Une seconde. Je vais mettre... Share screen. Oui, une seconde. C'est là. C'est bon? Oui, c'est bon, Yeah. Super. Donc, pourquoi une nouvelle épidémie à Ebola?
en fait, on a tous bien dit, et si je récapitule, la transmission vient de l'interaction croissante entre les humains et la faune sauvage, surtout dans les zones géographiques déjà dites, Amérique du Sud et Afrique centrale. Le réservoir animal, donc, est très difficile, presque impossible de le contrôler. La transmission interespèce de zoonoses, donc entre les rats et les chauves-souris qui dominent le monde et les grands singes, en plus des antilopes. Donc, on voit tout que l'homme est dans tout ce manège et il subit les virus qui passent. La propagation interhumaine, oui, parce que, comme vient de dire Dr. Shahata, surtout en Afrique centrale, les gens ont des mœurs assez rigides, assez différentes des nôtres. Et donc, ça fait que, bon, ils arrivent mal à accepter la médecine moderne, à accepter les risques et de faire les préventions. Vulnérabilité régionale, oui. Bon, on a la déforestation, on a l'échauffement climatique, le réchauffement climatique, on a les zones de guerre, on a la mobilisation des populations frontalières. Les gens n'arrivent même pas à cibler leur pays, donc ils passent les frontières, comme un tout petit peu chez nous, en parenthèse. Que nous cache encore le futur? On parle de 6 grandes menaces pour la santé mondiale, dont les flambées épidémiques liées au conflit. Vous voyez très bien que le choléra est un exemple majeur. Donc, chaque fois qu'on se dit on est mieux dans le monde, on avance, on a de nouvelles expéditions, on a une vie qui est meilleure, on se retrouve avec des nombres de choléra pires. Donc, 560 000 cas en 2024 contre 220 ou 320 000 dans les années 2020-2021. Et pourquoi? Parce qu'il y a une recrudescence, surtout dans les zones touchées par les conflits, notamment au Soudan et en RDC. Le changement climatique et les arboviroses. Donc, on voit très bien que ce changement climatique redessine la géographie des arboviroses. La hausse des températures avec l'évolution des régimes de précipitation qui ont une fréquence avec des inondations entraîne qu'on a une augmentation de maladies comme le paludisme, la fièvre jaune, le chikungunya et la dengue. Pourquoi? Parce que les moustiques arrivent à maturité plus rapidement dans les températures hautes et donc la période d'incubation des virus se retrouve assez courte, donc ce qui augmente la vitesse de transmission. Donc, il faut faire attention, tout est relié, rien ne se perd dans ce monde. Réduction du financement de la santé mondiale. Maintenant, tout le monde est en train de faire la troisième guerre mondiale économique qui se fait à travers les armes et donc on ne pense plus à la santé des gens, on pense à s'armer. Et donc, les États-Unis, comme plusieurs États riches d'Europe, commencent à dépenser beaucoup plus de millions de dollars et d'euros pour l'armement et beaucoup moindre pour la santé et la prévention. Et donc, il faut se préparer aux situations d'urgence. La mésinformation sur la santé, bon, très bien, actuellement, on voit ceci partout dans le monde, dans nos cliniques. Ce qui est le plus crédible, c'est ChatGPT, c'est Google, c'est je ne sais pas quoi, sur quelle plateforme. Et donc, ce n'est plus les evidence-based medicine. Et donc, quand la confiance recule, les maladies évitables reviennent. Et donc, quand on dit qu'il ne faut plus vacciner, c'est-à-dire qu'on aura plus de malades, plus de maladies qui étaient préventibles. Et donc, en fin de compte, cette prévention n'y est plus. Et bon, tout ce qui est nouveau n'est pas nécessairement efficace. D'autant plus que les gens ont, dans les zones assez atteintes comme en Centrafrique, des idées un tout petit peu de tribus, un tout petit peu archaïques pour nous. Et donc, vous voyez très bien que les habitants de l'Est de la RDC, donc dans la zone atteinte, ça c'était le 22 mai 2026, il y a quelques jours, ont incendié un centre de traitement de l'OMS pour Ebola après que les autorités les ont empêchés de récupérer le corps d'un décédé par Ebola pour les funérailles. Et donc, ils ont incendié l'hôpital de campagne, vous voyez très bien là. Donc, ils s'en foutent carrément, parce que bon, ils prennent même le risque
que toute la famille, plus ou moins tout le village soit atteint, que d'arrêter leurs coutumes ou de ne pas faire ce qu'ils font toujours, même s'il y a un Ebola. Et bon, nous, on est à 10 000 kilomètres et on a peur que ça se propage. Et donc, vous voyez très bien que bon, l'être humain est en lui-même le négatif, le pessimiste est l'ennemi de lui-même un peu partout. Donc, on a le cinquième risque, c'est la maladie à virus Marburg. Donc, il est peu probable que la maladie à virus Marburg soit d'origine d'une prochaine épidémie mondiale, mais tout de même, selon les spécialistes, l'état de préparation, en particulier en ce qui concerne la détection précoce et les systèmes de santé, doivent être alertés pour maîtriser tout risque en fait de virus Marburg. Donc, en fait, actuellement, il ne constitue pas une menace mondiale en soi, mais tout de même, donc, il faut voir pour le futur. Comme a bien dit le docteur Shehata, donc, le Marburg existe un tout petit peu en Afrique centrale et Afrique du Sud. Et donc, le risque, parce que dans ces zones-là, les habitudes humaines et les mœurs sont différents et donc ça peut se transmettre un tout petit peu de façon aiguë parfois suite à ou bien une mutation ou bien un changement climatique dans le futur. La maladie X, c'est quoi la maladie X? C'est ce terme qui décrit le prochain agent pathogène qu'on ne connaît pas encore, susceptible de déclencher une épidémie ou pandémie. Bon, il n'était pas connu avant décembre 2019, et puis le X en 19, c'était le COVID-19. Et puis il a fait une pandémie avec plus que 9 millions de morts au monde. Et puis auparavant, on a eu le H1N1, on a eu le SARS, le MERS, le Mpox, le Zika, etc. Et donc le prochain X, on ne sait pas quoi et quand et qu'est-ce que c'est. Les scientifiques pensent que la prochaine menace majeure surgira probablement d'une des 25 familles de virus déjà connues qui peuvent infecter l'être humain. Et puis, on a actuellement dans le monde une coalition qui s'appelle la Mission des 100 jours, une coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et qui a pour objectif la mise au point de vaccins et de produits de diagnostic dans les 100 jours suivant la nouvelle menace, et y compris des prototypes de vaccins contre les familles de virus à risque élevé. Bon, il faut s'activer, essayer de se mobiliser pour faire des préventions plus efficaces avec moindre de fonds, parce qu'on a moins de fonds mondiaux, tout le monde va acheter des armes, personne ne tient plus à la santé. Vous voyez très bien les foyers là où il y a le plus de risques que ça se déclenche quelque part. Donc, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud et l'Asie du Sud-Est, là où il y a les populations un tout petit peu les plus défavorisées. Bon, je ne dirais pas seulement, parce que bon, l'Inde actuellement commence à être une force assez importante dans le monde, mais tout de même, l'infrastructure dans plusieurs zones de l'Inde et de l'Asie du Sud-Ouest n'est pas laisse à désirer. Et donc, les futures pandémies, est-ce que peut-on les éviter ou bien non? Est-ce qu'on peut éviter le pire ou bien non? C'est une question qui reste à voir, donc on n'a pas de réponse. Bon, je suppose qu'on a terminé notre webinaire sur un ton plutôt pessimiste. Donc, on espère que ce ne soit pas les choses de cette manière. Mais tout de même, je crois qu'il faut bien tenir alerte et prêt à tout. Il y a eu une question parmi les auditeurs là à propos de est-ce qu'on a commencé à faire une prévention ou bien des mesures sur l'aéroport international de Beyrouth? Non, jusqu'alors, non. Donc, on est dans un pays qui est en grand tumulte, un grand désordre. En fait, les gens pensent plus aux déplacés, à la guerre, est-ce qu'on va avoir une frappe sur l'aéroport ou pas? Mais je crois que tout de même, il faut probablement commencer à penser qu'il y a plein de Libanais qui vivent en Afrique, oui, en République démocratique du Congo, oui, il y a eu 13 cas au Kinshasa, mais bon, ça s'est arrêté, point d'interrogation. Et je crois qu'il faut commencer au moins
a pensé faire une prévention à l'aéroport. Le meilleur serait une quarantaine pour les gens qui arrivent de là-bas, ce qui est très joli en théorie, très difficile à faire en pratique. Tout de même, sinon, fièvre, syndrome viral. Mais je ne sais pas sur, enfin, le degré de l'efficacité au Liban, hein, au Liban, à l'aéroport. Merci beaucoup pour tout le monde. Je crois qu'on va s'arrêter ici et à la prochaine, au prochain webinaire sur d'autres, probablement, si Dieu le veut, pas sur des pandémies ni des épidémies, mais sur d'autres sujets assez intéressants.